Bonjour, je vous présente aujourd'hui les récits de la Kolyma de Varlam Chalamov et je vous les présente par temps de neige. C'est étrange, mais bien sûr, il ne me viendrait pas à l'idée de comparer nos aimables paysages bigourdants à cet effroyable bagne de la Kolyma où moins 30 degrés représentaient une température quasiment douce et où Varlam Chalamov a passé 50 ans de sa vie. Qu'est-ce que la Kolyma? Eh bien, la Kolyma, c'est d'abord une région qui se trouve à l'extrême nord-ouest du continent, 6000 km de Moscou, et qui doit son surnom d'île de la Kolyma au fait qu'elle n'est accessible que par la mer. Effectivement, comme elle est bordée de marais, on ne peut accéder à la Kolyma qu'en prenant un bateau depuis Vladivostok. Cette région se caractérise par des conditions de vie extrêmement dures, quasiment inhumaines, mais aussi par sa richesse minière et notamment la présence d'importantes mines d'or. Il était difficile d'attirer à la Kolyma des travailleurs libres, même contre des avantages. Il y en avait quelques-uns et dans les récits de la Kolyma, effectivement, Chalamov en cite un. C'est le personnage de Séraphin, qui est un libre. Les libres étaient soit d'anciens détenus, qu'on maintenait en relégation, ou bien alors des travailleurs volontaires, comme ce personnage de Séraphin. Donc, très vite, la Kolyma est devenue un bagne, et c'est à partir de 1931 que Staline crée un organisme, la Dalstroï, chargé des routes et chargé de l'exploitation minière, et c'est de la Dalstroï que dépend la Kolyma, et non pas du Goulag, le Goulag qui est une administration du travail correctionnel. La capitale, Magadan, a été entièrement construite par les détenus. Les camps seront fermés à la mort de Staline en 1953 et démantelés en 1957. Lorsque Chalamov est arrêté pour la première fois et envoyé à la Kolyma, c'est en 1929 et il a 29 ans. Il n'appartient pas à une famille de privilégiés, au contraire, sa famille est misérable, d'autant que son père est devenu aveugle, mais ce père est un prêtre orthodoxe et cela suffit de faire de Varlam Chalamov un suspect potentiel. En tout cas, cela lui barre la route des études à l'université. Il fréquente cependant assidûment les bibliothèques, il est surtout tenté par la poésie et il réussit, malgré l'interdiction, il réussit de faire une année de droit. Lorsqu'il est arrêté, donc en 1929, c'est parce qu'il est accusé d'avoir diffusé le testament de Lénine. Le testament de Lénine est un texte où Lénine exprimait des réticences sur le choix de Staline comme successeur. En 1942, sa peine est prolongée jusqu'à la fin de la guerre sans qu'on se donne le mal de trouver un autre chef d'accusation. Et c'est en 1943 que l'on va trouver un autre motif. C'est parce que Chalamov aurait dit que l'écrivain Ivan Boumine était un grand classique de la littérature russe qui mérite 10 ans de bagne supplémentaires. C'est Le Gant, la nouvelle la plus longue et la plus autobiographique des récits de la Kolyma, qui nous permet finalement de retracer les différentes étapes du parcours terrible, de l'effrayante expérience de Chalamov à la Kolyma. C'est d'abord l'inhumain travail de la taille dans les mines d'or, ensuite le cachot, l'épidémie de typhus qui font de Chalamov un crevard, un zèque misérable promis à une mort prochaine, avant que finalement un médecin ne le sauve providentiellement en lui offrant la possibilité de l'aider en tant qu'aide-médecin. Chalamov lui rendra souvent hommage dans les récits, nous y reviendrons. À son retour, à sa libération, Chalamov trouve sa vie familiale détruite, sa femme a divorcé, sa fille l'a renie. Il est libéré en 1951, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais il doit rester en relégation jusqu'à 1953, la mort de Staline. C'est en 1954 qu'il entreprend la rédaction des récits de la Kolyma à partir des nombreuses notes qu'il n'a cessé d'accumuler pendant toute sa détention. C'est en 1978 seulement qu'il commence à être traduit et connu en Occident et encore de façon partielle.
Il est réhabilité en 56 et il meurt dans un asile de vieillards en 82 sans voir son œuvre éditée en Russie. La première question peut-être que l'on peut se poser, c'est finalement la nature de la politique éditoriale à l'égard de Chalamov. Parce que même aujourd'hui, eh bien, l'œuvre de Chalamov n'est pas facilement accessible. Vous avez vu que je n'ai pu vous proposer qu'une édition de poche tronquée qui ne présente que quelques récits, alors que les récits de la Colima en comptent 150. Et il me semble que même si le caractère en apparence fragmentaire de l'œuvre rend possible une édition de ce qu'on pourrait appeler des morceaux choisis, eh bien, il me semble que cela défigure finalement une œuvre qui se construit comme une mosaïque par finalement des récits qui sont des reprises, qui sont des contrepoints, et finalement qui, par leur ensemble, par leur rapport, vont créer un tableau absolument impressionnant. Comme le dit un critique, eh bien, publier séparément l'œuvre de Chalamov, c'est un petit peu comme si on vendait un Rembrandt par morceau. C'est la raison pour laquelle, lors de cette présentation, je m'appuierai quand même sur l'édition complète, même si, bien sûr, je ferai porter la préférence sur les récits que vous avez pu lire, si vous ne disposez que de l'édition de poche. Pourquoi alors cette politique éditoriale quand même timide, et on peut le dire, injuste à l'égard de Chalamov? Après tout, l'archipel du Goulag couvre des tomes et des tomes sans qu'on puisse avoir finalement cette difficulté d'accéder à l'œuvre. Eh bien, peut-être il faut revenir aux circonstances de sa parution. Effectivement, je vous ai dit que c'était en 1978 que l'œuvre de Chalamov commençait à être connue en Occident, alors que l'œuvre de Solzhenitsyn va être connue dès 1963 par la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch. La publication de cette œuvre en 1963 fait l'effet d'un coup de tonnerre, d'abord en Russie, encore en Union soviétique, où Khrouchtchev en autorise la publication, puisque c'est la première fois finalement que l'on peut parler des camps en Union soviétique, mais aussi l'œuvre est un choc pour l'Occident, où les intellectuels de gauche avaient longtemps refusé d'admettre l'existence des camps staliniens, du moins dans leur forme la plus atroce. Donc, lorsque 10 ans après, quelques récits finalement arrivent en Occident, eh bien, il semble que Chalamov n'ait rien à apprendre de nouveau. Donc, point de vue un petit peu superficiel, bien sûr, totalement d'ailleurs superficiel, mais qui dessert l'œuvre de Chalamov. À cela s'ajoute aussi qu'une journée d'Ivan Denisovitch était beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à admettre que l'œuvre de Chalamov. D'abord, évidemment, la nature de l'expérience vécue par Chalamov est beaucoup plus dure que celle de Solzhenitsyn. Lorsque Solzhenitsyn a envoyé à Chalamov une journée d'Ivan Denisovitch, celui-ci a eu cette remarque assez ironique. « Quel est donc ce chat qui se promène chez vous? Comment se fait-il qu'on ne lui ait pas coupé le cou pour le manger ?» Ensuite, aussi, une journée d'Ivan Denisovitch pouvait apparaître comme une condamnation des déviations du communisme plutôt qu'une condamnation du système lui-même. Or, nous le verrons, l'analyse de Chalamov attaque bien un système, et un système que Chalamov n'hésite pas à mettre en parallèle avec les camps nazis, ce qui a beaucoup dérangé. Enfin, finalement, cette éclipse de Chalamov par Solzhenitsyn me paraît particulièrement injuste à cause de la qualité exceptionnelle de l'œuvre. Et cette qualité littéraire de l'œuvre lui permet d'aller beaucoup plus loin dans la démonstration. Donc, dans cette étude, je voudrais me risquer à développer l'alliance de deux termes qui semblent vraiment totalement irréconciliables. Ce sont les termes de beauté et de vérité. Il semble difficile de parler de beauté pour une œuvre qui nous livre un témoignage tellement atroce. Mais ici, il me semble que la beauté, justement, se met au service de la vérité
Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Je commencerai par le caractère exceptionnel du témoignage, qui est évidemment dans son authenticité, mais aussi qui est dans sa force, puisque finalement, rendre l'univers concentrationnaire, c'est être capable de le montrer, bien sûr, mais être capable aussi de le rendre, d'en communiquer les inexprimables souffrances. Et c'est ce que fait Chalamov. Par exemple, le froid. Le froid, on peut l'imaginer lorsque Chalamov nous dit que les crachats se transforment dans l'air en glaçons. C'est dans Les Charpentiers. Ce même gel qui transformait un crachat en glaçon atteignait l'âme humaine. Ou bien lorsqu'il raconte que les zèques, que l'on déplace d'une prison à une autre, éprouvent tout à coup un sentiment d'une réconfortante douceur, parce que tout simplement il fait moins 30, alors qu'à la taille, il fait moins 50. Il y a aussi l'art avec lequel Chalamov rend la souffrance de la femme, ce bourreau permanent. Je prendrai pour exemple un récit magnifique qui est Le pain. En fait, tout le récit est consacré au moment où on attend la distribution de la ration et le moment où on la mange. Donc le temps de la narration se dilate à l'extrême pour rendre la charge émotionnelle intense de ce moment. Effectivement, bien sûr, dans l'acte de manger se concentre tout le désir de vivre du prisonnier, mais aussi se concentre tout le tragique de sa condition, puisque manger, c'est voir disparaître une nourriture dont le manque ne cesse jamais. Le hareng, on ne le mange pas, on le lèche. On le lèche et la queue disparaît petit à petit des doigts. Restent les arêtes. Alors, on mange les arêtes, avec précaution, avec parcimonie. Et les arêtes fondent et disparaissent. Après, on s'attaque au pain. Le matin, on reçoit 500 grammes de pain pour la journée. On en arrache de minuscules morceaux que l'on met dans la bouche. Seulement, il ne faut pas se dépêcher. Il ne faut pas le faire passer avec de l'eau. Il ne faut pas le mâcher. Il faut le sucer comme du sucre, comme un bonbon. Enfin, c'est le travail épuisant de la taille, travail auquel on peut difficilement survivre. Donc, Chalamov souligne que les souffrances de la Kolyma relèvent de l'inédit. Pensons par exemple au récit Le Mollah tatar et l'air pur. Chalamov retrace le voyage de détenus qui quittent la prison pour la Kolyma. Et ils se font des illusions. Ils pensaient que l'incarcération était le pire. Or, au cours de leur voyage, ils découvrent un pire enfer, celui du froid. Certes, ils travailleront à l'air libre, mais soumis à une souffrance incommensurable. Cela permet donc à Chalamov de dire que, finalement, les souvenirs de la maison des morts, où Dostoïevski raconte son expérience du bagne, ces souvenirs de la maison des morts n'atteignent pas, en termes de souffrance, l'intensité de la colline. L'intensité de cette souffrance, on peut la mesurer dans les épisodes d'automutilation. C'est vraiment quelque chose de terrible dans la Kolyma que cette première phrase du récit qui s'intitule « Le businessman ». La chance de Kolya Braskov a commencé du jour où sa main a sauté. On pourrait presque croire à de l'humour noir, mais finalement il n'en est rien, car le mutilé raconte, et il raconte avec complaisance comment il s'est procuré des explosifs, un détonateur, comment il a placé tout ça dans son gant et comment il a fait sauter sa main. Et les auditeurs apprécient le récit, il n'y a aucun second degré. On voit donc déjà, dans ce que je vous ai dit de ce témoignage, qu'il y a le contenu, mais il y a aussi la façon de faire passer ce contenu, et donc il y a la force d'un style. Ceci, Chalamov en a été vraiment très conscient et très soucieux, car pour lui, le style n'est pas évidemment ce qui décore, ce qui orne, ce qui édulcore, mais ce qui va finalement permettre la peinture d'un univers
irreprésentable. Il est difficile, dit-il, de se faire de la vie des camps une idée exacte a priori, car la vie au camp est trop étonnante, trop incroyable. Et le pauvre cerveau humain n'est pas à même de se représenter correctement cette vie. On sait que Primo Levi, qui a vécu les camps de la mort à Auschwitz, eh bien, Primo Levi avait ce même souci, finalement, être entendu et essayer de représenter ce qui est tellement atroce que finalement, ça défie toute représentation. Donc, chez Chalamov, le problème du style est une lutte permanente. Et c'est ce que dit la Nouvelle Magnifique, le début de la Nouvelle Magnifique, Le Gant, où Chalamov nous montre que la main de l'écrivain est double. Il y a la main de celui qui écrit, et puis il y a le gant de peau d'Esquamé qui a été laissé à la Colima. Le gant de peau, mais de peau humaine, hein, pas le gant de peau de chevreau ou autre chose. Évidemment, dit Chalamov, le gant de peau serait en lui-même un témoignage et un acte d'accusation. Mais le gant de peau ne peut témoigner par l'écriture. Avec ce gant mort, dit Chalamov, il est impossible d'écrire quelque chose de bon en vers ou en prose. Il faut bien que la main de l'écrivain prenne le relais, mais la main de l'écrivain ne doit pas trahir la main du crevard. Et ça, c'est le souci permanent de l'écrivain. Au moins, dit Chalamov, il y a quelque chose sur laquelle je peux m'appuyer, c'est que les empreintes digitales du gant de peau et de la main de l'écrivain sont les mêmes. Ce qu'il veut nous dire par là, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir vécu ce dont on parle. Il nous dira, les livres de demain parleront uniquement de ce qu'ils connaissent et qu'ils ont vu. Et ainsi, Chalamov désavoue, vous savez, toutes ces fictions qui, aujourd'hui encore, aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, sont nombreuses, des fictions sur les camps de la mort nazie, sur les camps soviétiques un peu moins, et où un écrivain de 40 ans qui n'a rien connu de la déportation, eh bien, invente une histoire sur les camps. Pour Chalamov, ceci, c'est finalement impossible. Et lorsque Pasternak, qui l'admire pourtant par sa poésie, lui enverra le docteur Givago, eh bien, Chalamov se montrera très réticent, très réservé sur la prétention de Pasternak de décrire un univers concentrationnaire qu'il ne connaît absolument pas. Donc, un témoignage d'une qualité exceptionnelle, dont la qualité est due, encore une fois, à un style en tension entre un désir de vérité et un désir de transmettre cette vérité, mais aussi la qualité du témoignage relève de la qualité de l'analyse. Chalamov dénonce des souffrances, mais comme je vous le disais, il met aussi en cause un système. La particularité de ce système, c'est d'utiliser l'homme comme on utilise un bétail, voire une matière première. Il y a à cet égard un récit qui est très fort et qui s'intitule « Tâche individuelle ». Tâche individuelle commence par une décision qui n'a l'air de rien. Un soir, je cite, « Alors que le surveillant enroulait son décamètre, il déclara que le lendemain, Doukaïev aurait une tâche individuelle. » Chalamov fait le portrait ensuite de Dougaïev. C'est un jeune homme, il a à peine 23 ans et comme il n'a pas su voler, il est déjà au bout du rouleau. On lui confie une tâche donc individuelle, c'est toujours le travail de la taille, qui finalement serait peut-être plus confortable qu'un travail en commun. Finalement, il est peut-être mieux pour lui de travailler seul. Mais à la fin de la journée, le surveillant, l'air de rien, constate qu'il n'a pas rempli la norme. Et dans le récit, on va retrouver la mention du même décamètre avec lequel le surveillant mesure le travail accompli. Le soir, on demande à Dougaïev, on le convoque plutôt, pour décliner son identité, et là aussi, c'est la routine du camp. Le récit se termine ainsi. Au cours de la nuit qui suivit, les soldats le firent passer derrière l'écurie. Ils l'emmenèrent dans la forêt par un petit sentier, là où il y avait une grande palissade surmontée de fils barbelés, qui coupait presque entièrement une petite gorge,
et d'où l'on entendait parfois dans la nuit le grondement lointain des tracteurs. Et quand il eut compris de quoi il s'agissait, Bougaïev regretta d'avoir travaillé, d'avoir souffert en vain ce jour, ce dernier jour. Donc, celui qui ne travaille pas ou ne travaille pas assez est assassiné. Vous remarquerez donc le détail du décamètre dans un récit où justement il y a très très peu de détails. Ce qui est intéressant, c'est que ce détail est parfaitement réaliste et en même temps, il est représentatif d'un monde où tout se mesure froidement, y compris la vie humaine. Une différence entre les récits de la Colima et une journée d'Ivan Denisovitch, c'est qu'il y a un passage fameux dans le récit de Solzhenitsyn où Ivan Denisovitch trouve vraiment un bonheur qui le surprend lui-même à édifier un mur. Il peut donc y avoir un bonheur dans le travail et ce faisant, Solzhenitsyn de préserver une des valeurs fondamentales du marxisme-léninisme qui est le travail. Chalamov, lui, montre que le travail forcé est finalement une entreprise d'extermination. Lorsque les détenus apprennent que dans les camps nazis, on arrache les dents des morts, cela ne les surprend pas. Ici, comme là-bas, l'homme est devenu une matière première, un chiffre dans un dossier sur une plaque qu'on attache au genou du cadavre. C'est dans la résurrection du Médèse. Et ce parallèle que Chalamov n'hésite pas à tracer entre les camps staliniens et Auschwitz est effectivement un choc. Cet univers, ce monde complètement déshumanisé, est en même temps un monde fou. Les récits de la Colima, vous l'avez peut-être remarqué, pour résister à la machine implacable qui fait de l'homme un numéro, donnent toujours les noms des individus. Et Chalamov, j'ai oublié de le dire, mais c'est très évident, Chalamov ne se met pas uniquement en scène lui-même, mais toutes sortes de personnages. Et chaque fois, il prend soin d'indiquer le nom, de tracer des portraits à traits rapides mais efficaces, et puis aussi d'évoquer des parcours. Ce qu'il veut montrer, je pense, ou du moins ce qui en ressort, c'est que c'est toute une société qui se retrouve à la Colima, toutes les couches qui sont représentées, du truand au chanteur d'opéra, du grand chirurgien à l'ancien responsable politique, du fils de paysan qui est accusé d'avoir tué une brebis pour sa consommation personnelle, à l'homme politique victime des purges. C'est toute une société qui est saignée à blanc. Pourquoi sont-ils là? Eh bien, la plupart du temps, ils ne le savent pas, ne se posent même pas la question. On trouve le capitaine Schneider, qui était un communiste allemand et membre du Comintern. Marussia Kryukeva et sa famille étaient au Japon et sont revenus en Russie pour soutenir la révolution. Ainsi, Chalamov met en évidence l'absurdité d'un système devenu fou. La folie de ce système, elle est surtout sensible dans un récit qui s'intitule « Le complot des juristes ». Et le complot des juristes en donne toute la mesure. Au terme d'un interrogatoire expéditif, Chalamov est ainsi décrété juriste parce qu'il a fait une année de droit. Il en est étonné lui-même, il n'est pas question bien évidemment de protester et il ne sait pas finalement si c'est bon, si c'est mauvais d'être considéré comme un juriste. Commence ensuite finalement une série de transferts de prison en prison dont Chalamov, pas plus que ses compagnons, n'est capable de deviner le sens. Dans ce monde qui est dépourvu de signification, la liste malgré tout est reine. Donc chaque jour, les prisonniers, au vu d'une liste, sont répartis, triés, ils arrivent, ils disparaissent sans que l'on connaisse leur destin. Une obscure administration est à l'œuvre, on n'en connaît pas le sens. La fin du récit, finalement, révèle que toute cette machine administrative et judiciaire ne couvre qu'un règlement de compte et celui qui l'a monté sera broyé à son tour. Le capitaine Rebrov a été arrêté. Ordre a été donné de relâcher tous ceux qui avaient été arrêtés sur ses instructions. Donc, le règne du plus atroce arbitraire. Michel Heller dit la chose suivante, écrit la chose suivante. La Colima est le jumeau des camps de la mort nazie.
Elle s'en distingue toutefois, et pas uniquement bien sûr, par le fait qu'à Auschwitz ou à Treblinka, on exterminait les gens dans des chambres à gaz, alors que dans l'extrême nord soviétique, il suffisait pour cela de loger les détenus dans des toiles de tente goudronnées. La différence consiste dans le fait que les victimes des camps nazis savaient pourquoi on les tuait. Dans les camps de la mort de la Colima, les détenus savaient seulement que leur dossier portait de mystérieux chiffres, 58N, et le numéro du paragraphe, ou encore de mystérieuses lettres. C'est de là que vient, et vous l'avez peut-être remarqué dans les récits de la Colima, l'importance des chiffres, des documents officiels, des registres. Et Chalamov y consacre un étonnant récit intitulé Graphique. La violence de cet univers, elle est physique, mais elle est aussi morale. C'est la violence de ne rien comprendre, c'est la violence de ne rien maîtriser et d'être ballotté au gré et au caprice d'un pouvoir aussi sanguinaire que capricieux. Il y a un autre cercle de l'enfer, il y a un autre niveau de l'enfer dans la Colima, et c'est un niveau moral. Et il y a dans les récits de la Colima toute une méditation morale qui n'est pas facile pour le lecteur. Au camp, effectivement, l'ordre des valeurs est totalement inversé. Ceci, Primo Levi le montrait aussi dans Si c'est un homme. C'est la pègre qui tient le haut du pavé et fait régner sa loi. Chalamov trace un portrait étonnant des cours que se construisent ces truands. Ils ont leurs favoris qui leur grattent les pieds, les chanteurs d'opéra qui leur chantent un petit air, même des romanciers qui leur racontent des histoires, qui leur racontent des romans qu'ils ont apprises par cœur. Ces ordures se piquent d'élégance, se laissent pousser exagérément un ongle, arborent des coiffures excentriques et ils assassinent comme ils respirent. Malheur à qui leur résiste, malheur à celui qui ne comprend pas, au terme d'une partie de cartes truquée, qu'il doit céder tout de suite son culot vert au truand qui le convoite. Un coup de poignard réglera immédiatement la question et comme toujours, l'épilogue dans les récits de la Colima est tranchant comme une lame. Sachka écarta les bras du mort, déchira le tricot de corps et tira le pull par-dessus la tête. Le pull était rouge et les taches de sang ne s'y voyaient pratiquement pas. Sebochka le mit dans sa valise en contreplaqué en faisant bien attention de ne pas se salir les doigts. Le jeu était terminé et je pouvais rentrer chez moi. Maintenant, il me faudrait chercher un autre équipier pour scier les bûches. On ne peut pas dire mieux que la vie ne vaut rien. De plus, cette domination des truands entraîne une corruption en cascade. C'est le vol à tous les niveaux. Chalamov, dans Croix-Rouge, montre ainsi que les médecins pourraient être les seuls, finalement, à être indépendants et pourraient alléger le sort du zèle. Mais ils sont obligés d'accorder des passe-droits aux truands sous peine d'être eux-mêmes assassinés. Dans cet univers, l'individu se désagrège immanquablement. Et ce qui épouvante le plus Chalamov, au-delà de la description physique, c'est la description de l'homme. Dans le récit intitulé La quarantaine, il fait cet aveu: les plaies de l'âme ne pouvaient pas se cicatriser aussi facilement, elles ne furent jamais cicatrisées. Le camp amène en effet à des révélations terribles. D'abord à ce que Primo Levi appelait la zone grise, magnifique expression qui montre que dans les camps, eh bien, la différence s'efface entre le bien et le mal et entre, et ça nous est beaucoup plus difficile à admettre, entre les victimes et les bourreaux. Et comme Primo Levi, Chalamov montre à plusieurs reprises que dans des conditions extrêmes, la solidarité des prisonniers n'existe pas. Aucune amitié, dit-il, ne peut se nouer dans la faim, le froid et le manque de sommeil. Le zèque trop affaibli, pour marcher à la bonne cadence, au retour du travail, est battu d'abord par l'escorte, puis par ses camarades, exaspérés qui le retardent. Il y a aussi une nouvelle terrible intitulée Le colis, où Chalamov montre comment il est progressivement dépossédé du contenu du colis. Mais ce qui finalement le fait le plus souffrir,
c'est la joie mauvaise de ses compagnons qui ont assisté au larcin. Je n'ai pas pleuré, j'ai bien cru mourir. 30 ans se sont maintenant écoulés, mais je revois distinctement la baraque plongée dans une semi-obscurité, les visages mauvais, réjouis de mes camarades, la bûche humide par terre et les joues blêmes de Cheyenne. Pas plus que sur la solidarité, on ne peut compter sur la culture pour lutter contre la déshumanisation. L'intellectuel détenu, écrit Chalamov, est écrasé par le camp. Tout ce qui lui était cher est réduit en cendres et la civilisation et la culture s'envolent en un temps record qui se compte en semaines. Ainsi, Trott, un chirurgien brillant, est devenu un délateur, une loque. Il tremblait de peur devant n'importe quel supérieur, calomniait n'importe qui par ordre des autorités, ne prenait jamais la défense de ceux que le pouvoir persécutait. Le capitaine Schneider, un communiste allemand, extrêmement cultivé et qui en prison tenait des conversations de haute volée, est devenu un ilote qui s'empresse de gratter les pieds de Senechka, un truand qui fait régner la terreur. Dans La Quarantaine, le personnage d'Andréi observe lui-même la simplification des sentiments. Seul subsiste le désir de vivre. Pensait-il alors à sa famille? Non. À la liberté? Non. Récitait-il des vers de mémoire? Non. Évoquait-il le passé? Non. Il vivait uniquement d'une rage indifférente. Le Nord nous avait empoisonnés pour toujours, écrit Chalamov, et nous le savions. Pourtant, malgré le caractère terrible de ce livre, eh bien, il y a de la lumière dans cette obscurité. Il y a des lueurs d'espoir dans les récits de la Colima, et je dirais que ces lueurs d'espoir, elles sont paradoxales parce que Chalamov nous les présente jamais comme telles. Elles surgissent dans le récit, elles ne sont jamais soulignées, jamais, surtout Chalamov, n'en tire une conclusion. Et c'est tout à fait délibéré de sa part, car il ne veut pas passer sur le scandale du mal pour se réfugier aussitôt dans des pensées réconfortantes. Il ne veut pas brandir l'espoir pour que finalement tout le mal soit oublié. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre sa phrase « Il faut se souvenir du mal d'abord et du bien après ». Ce qui l'emporte, c'est la nécessité de dire l'ampleur du mal avant d'envisager la possibilité d'un rachat, si c'est possible. Cependant, même si Chalamov ne veut jamais délivrer un message de réconfort, il soupçonne, je pense, que le message de réconfort, encore une fois, conduit trop rapidement à passer sur l'existence du mal et la nécessité de faire justice. Eh bien, le bien existe dans la Colima. Et il y a dans les récits la volonté de dénoncer, mais la volonté aussi de témoigner d'une reconnaissance pour des actes qui ont permis de vivre. Cette reconnaissance, elle est personnelle, elle s'exprime en particulier dans Les Dominos, dans Le Gant que j'ai déjà cité. C'est la belle figure du médecin Andrei Mikhailovitch ou de cet infirmier Lisniak qui illumine les récits. Je n'oublierai jamais, écrit simplement Chalamov. Mais parfois aussi, eh bien, c'est finalement un geste, une brève parole qui peuvent redonner foi en l'homme. Il y a ces mots que lance une prostituée à un convoi qui rentre du travail. Bientôt, les gars, bientôt. Évoqués dans La pluie, ces propos seront repris dans Première mort, où Chalamov raconte comment la même prostituée est assassinée par le juge d'instruction. Car c'est le mal, le plus souvent, qui l'emporte. Mais il y a par exemple aussi cet infirmier qui excuse la saleté repoussante des déportés et les sauve ainsi de l'humiliation par « ce n'est pas de leur faute ». La bonne parole, dit Chalamov, dite au bon moment. Donc, des actes toujours isolés, toujours imprévisibles, une liste fatale qu'on brûle, une lettre qu'on ne remettra pas à son destinataire parce qu'elle lui annonce le reniement de sa fille, une tolérance qu'on laisse à un zèque manifestement incapable de faire le travail qu'on lui demande. Et puis parfois des actes d'héroïsme, comme le moment où Chalamov
parvient à ne pas manger le pain qui lui a été confié par son camarade. C'est la nouvelle intitulée Le pain de Trouille. Un écrivain russe, Viktorova, s'étonne. J'ai lu tes récits, ils sont parmi les plus cruels de tout ce qui m'a été donné à lire. Mais pourquoi achèves-tu ton manuscrit sur la foi en l'honneur, le bien, la dignité humaine? C'est un mystère que je ne puis expliquer. J'ignore comment cela se fait, cependant, il en est ainsi. Comment expliquer effectivement ce mystère? Ce mystère s'explique évidemment par ces modestes lueurs d'espoir que je vous ai citées, dont je vous ai cité certaines. Mais je crois qu'elle s'explique plus que par ceux qui racontaient, par la façon dont Chalamov les raconte. Autrement dit, par la dimension littéraire des récits. Pourquoi par la dimension littéraire des récits? Parce que le style de ces récits est porteur d'espoir dans la mesure où, eh bien, ils traduisent aussi un frémissement, le frémissement d'une sensibilité encore intacte. Et cette sensibilité, elle se manifeste particulièrement à l'égard de la nature et des animaux. Dans le récit intitulé Maxime, Chalamov décrit un double processus. C'est d'abord une chute. La destruction du corps entraîne la destruction de tous les sentiments. Puis le narrateur émerge progressivement de cette indifférence mortelle. Les premiers sentiments qui reviennent sont la peur, l'envie à l'égard de camarades mieux dotés. L'amour revient, mais l'amour revient sous la forme de la pitié à l'égard des animaux. L'amour survient quand tous les sentiments humains sont déjà revenus. Il survient. Il revient en dernier. D'ailleurs, revient-il vraiment? Mais s'il n'y avait pas que l'indifférence, l'envie et la peur pour témoigner de mon retour à la vie, la pitié à l'égard des animaux me revint avant la pitié à l'égard de l'homme. Cette pitié se manifeste à plusieurs reprises dans les récits par une compassion que le narrateur ne semble plus pouvoir finalement éprouver pour les hommes. L'animal semble doté des qualités que l'homme a perdues. Ainsi, dans le récit que je viens de citer, le bouvreuil que le narrateur sauve est une femelle qui s'expose pour sauver la nichée. Et puis, souvent, l'animal est victime de la cruauté arbitraire de l'homme. C'est la chienne Tamara, fusillée par caprice. C'est le petit chien confiant que les truands font rôtir et donnent à manger à son maître. C'est le coq familier d'un médecin qu'une brute imbécile décapite pour montrer sa force. Cette sensibilité intacte se manifeste aussi à l'égard de la nature. Plusieurs fois dans les récits, Chalamov décrit le pain nain. Il en fait un magnifique symbole de résistance et d'espoir. Et voilà que dans la blancheur neigeuse infinie, dans l'entière désespérance, se dresse souvent le pain nain. Il secoue la neige de sa ramure, se redresse de toute sa hauteur, élève vers le ciel ses aiguilles de vertes givrées, à peine roussies. Il entend l'appel du printemps qui ne nous est pas perceptible. Et lui faisant confiance, il se redresse, le premier de tous dans le nord. L'hiver est terminé. Passage magnifique, mais je ne voudrais pas vous laisser conclure que dans les récits de la Colima, il y a d'un côté l'horreur et puis de l'autre côté les moments de poésie. En fait, la vérité du témoignage, le réalisme dans le témoignage et la beauté sont inextricablement liés. Et ceci, je voudrais le montrer par un récit qui s'appelle Prébaille, et je voudrais m'arrêter un peu sur lui. Prébaille, le titre se réfère à la loi du prébaille qui est votée en 1941 aux États-Unis et qui autorise les États-Unis à livrer du matériel à l'Union soviétique. C'est une manne qui arrive dans la vie du camp. Parmi ces providentiels cadeaux, certains sont confisqués, la plupart. L'effroyable misère du camp fait que certains produits sont détournés de leur usage, comme par exemple la graisse à machine qui est mangée comme du beurre. Et enfin, les machines qui devraient alléger le travail des prisonniers ne le feront pas. Il ne s'agit pas, nous le comprenons, pour Chalamov, de raconter un épisode providentiel. Premier temps donc de la nouvelle, Chalamov évoque ces circonstances. Deuxième temps, il resserre le récit sur un bulldozer. C'est une merveille technologique venue de notre monde
et voilà que le bulldozer attaque un flanc de colis. C'est à ce moment-là que le récit bascule, et le basculement va être marqué de façon solennelle. C'est alors seulement, dit Chalamov, que je vis et je compris de quoi il retournait, et je remerciais Dieu de m'avoir donné le temps et la force de voir tout cela. Ce qu'il voit effectivement, c'est la vision de milliers de corps qui ont été jetés dans une gigantesque fosse commune que la pierre n'a pas voulu décomposer et qui se révèle alors à la vue. Donc, vous avez remarqué dans le texte la répétition du mot « vu »,« j'ai vu ». Et ce terme « j'ai vu », peut le prendre dans un double sens. J'ai vu effectivement une réalité dont je témoigne, mais le « j'ai vu », il est aussi de l'ordre de la vision. La vision, elle est apocalyptique parce qu'elle est absolument démesurée. On est au-delà des normes humaines, mais la vision, elle est aussi révélation. Ce qu'il voit, c'est aussi une vérité cachée. Quelle est cette vérité? Eh bien, c'est celle d'un crime contre nature, puisque la nature s'est refusée à dissimuler ou à faire perdre la trace du crime des hommes. Seconde révélation, c'est la révélation du secret de la Colima qui n'exploite pas des ressources minières, mais qui exploite la moelle des hommes. Et enfin, troisième révélation, troisième espoir peut-être, c'est que finalement, eh bien, un jour la vérité éclatera. Le crime ne peut pas rester dissimulé. Donc, vous voyez finalement comment, encore une fois, le réalisme de la description se double aussi d'une qualité finalement dans le style qui fait de la chose vue une révélation d'un sens plus profond. Après cette scène magnifique, le point de vue se resserre à nouveau, le récit revient au bulldozer et à son conducteur triomphant. C'est un parricide, un droit commun, dont le visage de Pierre n'exprime rien, si ce n'est la satisfaction du travail. J'espère donc, au terme de cette présentation, d'avoir essayé, en tout cas, de vous montrer que les récits de la Colima appartiennent vraiment à l'art au sens le plus noble du terme. Un art qui est au service d'une vérité, vérité d'un témoignage réaliste, authentique sur la vie des camps, et vérité qui demande justice devant le mensonge et la propagande qui régnait tellement à l'époque à l'Union soviétique dans des récits contrefaits. Ce n'est pas un art qui nous délivre des messages faciles et qui nous permettent, je l'ai souligné, un facile réconfort, car Chalamov va jusqu'au bout de la réalité la plus déstabilisante possible, puisqu'elle nous interroge sur l'homme, sur sa capacité de rester humain. Et pourtant, il me semble que l'espoir brille dans cette œuvre, et un espoir magnifique, certainement par ces moments timides où on voit finalement sourdre une lueur dans cette obscurité totale. Mais aussi peut-être c'est le regard de Chalamov, c'est la qualité de son interrogation, c'est la qualité de sa sensibilité qui nous donne espoir en l'espèce humaine et qui finalement nous amène à dépasser l'horreur dépasser l'horreur, je nuance parce que Chalamov ne veut pas qu'on dépasse l'horreur, mais en tout cas nous amène à ne pas rester dans un face-à-face terrifiant et mortifère avec l'horreur, mais à la dépasser par une admiration devant la beauté. Je vous remercie.